Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui reçoit aujourd'hui à nouveau avec un très grand plaisir Isabelle Rachel Casta. Bonjour Isabelle, comment allez-vous? Fort bien. Alors Isabelle, je vous représente, vous êtes chercheur émérite à l'Université d'Artois au laboratoire Texte et Culture. Vos principales thématiques portent sur les littératures noires, fantastiques et criminelles, la littérature pour young adult, la dark fantasy et surtout les cultures sérielles comme le manifeste et les conférences mensuelles que vous faites à la médiathèque d'Uriani de Bastia sur Sériphilie, série Chérie. Vous êtes une des grandes spécialistes, chère Isabelle, des séries en Corse et je suis ravi de vous avoir à nouveau au micro. On avait évoqué dans une première émission une série dystopique autour de l'assassinat du président Kennedy. Là, on va partir vers un autre thème. La série s'appelle Dollhouse. Alors peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Isabelle, cette série, est-ce que vous pourriez commencer par nous la présenter? Absolument. Donc, cette série est l'un des opus de Joss Whedon, que nous connaissons peut-être un peu davantage comme le papa, le showrunner de Buffy, mais qui a gardé d'ailleurs de cette série l'actrice Elisa Dushku, qu'il a absolument voulu remettre dans un nouvel environnement sériel. Et il a donc créé autour d'elle, sinon pour elle, cette série qui n'a eu que 2 saisons et 26 épisodes, ou 27 si l'on considère que le pilote tourné et pas accepté par la chaîne Fox, qui en est, si je puis dire, le commanditaire, existe quand même dans le coffret DVD. Donc en 2009 et 2010, la série est passée donc sur la, la 20th Century Fox aux États-Unis et elle a mis en scène une histoire assez dirimante, enfin, disons, assez clivante, une histoire de, si on peut dire, de bordel transhumaniste. Je m'expliquerai là-dessus. Le succès a été un petit peu différé, si je puis dire. Il est venu peu à peu au fil surtout des téléchargements. Et la critique a suivi peu à peu elle aussi. Donc cette série, vue par Joss Whedon, je la résume en un mot. Il disait que le commanditaire, donc la Fox, voulait l'annuler 5 minutes après le début du premier épisode. Pour vous dire quand même l'ambiance assez tendue qui s'est installée autour de ces 26 épisodes, encore une fois, ou 27 si l'on considère que le pilote fait ou non partie de l'ensemble. Il y a eu une très belle conjonction de comédiens autour d'Elisa, et on retrouve dans la fidélité de Whedon, on retrouve de nombreux interprètes, soit de Buffy, soit de la série dérivée Angel, qui, si je puis dire, forment comme une camarilla, un groupe, un Scooby Gang, hein, pour tout dire, autour du showrunner et de sa vedette Dushku, qui va prendre un rôle extrêmement complexe. Nous allons y revenir. Donc cette série, euh, Sandra Logier et Sylvie Alouche, qui en ont quand même beaucoup parlé lors de 2 séries justement de propos et d'études, disaient qu'il n'est pas besoin d'être très long pour être très imposant et de laisser un souvenir marquant. Eh bien, je pense que cette phrase, extraite d'une conversation de Game of Thrones, mais adaptée bien sûr à notre propos sériel, je pense que cette phrase peut exactement servir d'exergue à nos propos. Il n'est pas besoin d'avoir été très long pour laisser une traînée imposante. C'est exactement ce qui se passe autour de cette Dollhouse, de cette maison de poupées, au titre pour nous Européens si parlant, puisqu'il s'agit bien sûr d'une référence
à la maison de poupée du Norvégien Ibsen. Donc vous voyez comment se configure une grande petite série, hein, j'ose cette antiphrase, à la fois adorée par la critique et le public peu à peu, mais très mal aimée lors de sa sortie. Il ne faut pas hésiter à le dire. Les scores ont été médiocres et ce n'est que par une forte mobilisation des fans qu'une seconde saison a vu le jour, mais il n'y en eut pas de troisième. Et Joss Whedon en rit encore, hein, si je puis dire, en disant que ce qui a coulé finalement sa série, c'est que les Américains adorent la violence, les meurtres, les serial killers, ça va, mais le sexe et ses implications, mon Dieu, quelle horreur. Donc la série s'est arrêtée en partie à cause du sujet très clivant sur lequel nous allons avoir le plaisir de revenir. Effectivement, hein, beaucoup de thématiques essentielles à dire dans cette série qui n'a fait que 2 saisons, vous l'avez dit, Isabelle. Alors, pour continuer sur peut-être cette présentation un peu plus en détail, est-ce que vous pourriez nous dire qui sont les personnages principaux de cette série et le rôle de chacun dans la narration? Alors, je reprends donc l'expression titulaire, hein, qui est la maison de poupée. Cette maison de poupée, c'est une sorte comment pourrait-on dire, de maison de tolérance dont les invités sont ce qu'on appelle des réactifs, c'est-à-dire des êtres humains, bien sûr, qui ont abandonné leur libre arbitre pour un temps indéterminé, enfin, qui est figuré par un contrat. C'était ça ou la prison pour la plupart d'entre eux. Donc vous avez de très jolies filles et de très beaux garçons qui vont servir la plupart du temps de, de compagnons et de compagnes sexuelles à ceux qui vont les louer pour très très cher. Et il y a bien sûr autour de celle qui se fait appeler Echo, c'est-à-dire l'ancienne Caroline Farrell incarnée par Lisa Dushku elle-même, toute une série d'autres poupées, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, en particulier la jeune Priya, et son compagnon Victor, qui sont en fait vidés de leur personnalité pour se laisser implanter chaque fois qu'il y a un contrat, un engagement, une personnalité différente dont on les vide au sortir de la mission et qui fait le staff, parce que ce qui est très intéressant, c'est aussi le staff technique de la house. À la tête, il y a ce qu'on peut appeler la maquerelle, même si elle préfère le nom d'entremetteuse, c'est une maquerelle pure et simple, hein. Adèle de Witt, qui est chargée des tractations, qui loue les poupées aux riches clients. Elle est assistée d'un médecin qui répare bien sûr les blessures et les dégâts. Chacun revient et chacune revient surtout dans un état plus ou moins affecté, parce que ça dépend de la brutalité des loueurs qui parfois rendent les poupées abîmées, violentées, maltraitées de toutes les façons. Et donc, elle les répare, le docteur Sanders. Il y a aussi un super savant, et lui, c'est peut-être l'un des personnages les plus fascinants de la série, Topher Brink, sur lequel un chercheur a écrit un article qui s'appelle Le cabinet du docteur Topher Brink, et on reconnaît bien sûr le cabinet du docteur Caligari. Donc, ce jeune savant sans aucune morale, on va l'accompagner tout au long de son évolution. C'est lui qui réalise les implantations neurales, hein. C'est lui qui dirige tout l'aspect technologique époustouflant de toute la dimension, si vous voulez, transhumaniste de l'entreprise. Mais c'est aussi lui, on va dévoiler à la fin, on ne peut pas faire autrement, comme la série date de 2010. Alors, c'est aussi lui qui, saisi par l'horreur de tout ce qu'il a commis, va faire le plus grand chemin de la rédemption possible, puisqu'il délivrera l'humanité de cette peste, hein, cette nouvelle peste, qui est l'implantation forcée, en propageant des rayons gamma sur toute la surface de la Terre et, comme le déclenchement en Emmanuel, en mourant. Donc, Topher Brink, Adèle de Witt,
mais aussi les protecteurs des poupées, puisque chaque poupée a droit à une forme d'assistant personnel qui entre avec elle, enfin qui entre en communication avec elle, avec une forme de, si je puis dire, de, de, de formule justement réitérée pour, pour notre héroïne Echo, c'est Boyd Langton, qui lui sert de protecteur, garde du corps, éventuellement papa de substitution. Et chaque fois qu'elle a besoin d'aide, eh bien, il y aura une phrase codée entre eux qui va réassurer sa confiance, si vous voulez. Et chaque fois qu'on l'endort et qu'elle se réveille libérée de la personnalité fictive qu'on lui avait implantée, elle aura cette remarque, toujours la même. Il me semble avoir un peu dormi, je crois. Et son protecteur répond, oh, à peine quelques minutes. Et les savants autour, que ce soit le docteur Sanders ou le jeune Topher Brink, sont chargés également de cette phrase, si je puis dire, d'éveil. Hein. C'est une formule magique, hein, comme dans tous les contes. Hein. Le 1, 2, 3, j'irai dans les bois, si vous voulez. Ici, c'est à peine quelques minutes. Donc, staff technique, entremetteuse, gardien aussi, et puis riche client. Et certains sont quand même plus abominables que d'autres. Et ces engagements qui se succèdent sont censés être immédiatement oubliés, puisque les dolls, les réactifs, hein, comme on les appelle, ont cette forme d'architecture mentale qui est de pouvoir être vidé de personnalités fictives implantées à chaque contrat pour être, comme on dit, réimplanté dès le lendemain avec une autre mission, d'autres compétences, une forme de, parfois même de modification physique, puisque Elisa Dushku, enfin, c'est-à-dire notre écho qui n'a pas d'enfant et qui ne peut pas donc avoir de montée de lait, va effectivement pouvoir allaiter un bébé dans un de ses rôles de composition parce qu'on a modifié en elle d'une simple d'une manipulation neuronale les canaux de lactation. Donc vous voyez, ça peut aller très très loin puisque elle va vraiment se croire mère et elle va souffrir mille morts quand on lui retirera ce bébé qui n'est évidemment pas à elle et qu'elle croit sien. Donc vous voyez, il y a une amplification successive, bien sûr, à chaque épisode. C'est pas le Monster of the Week, hein, mais c'est quand même le client of the Week, si je puis dire. Et cette amplification va rencontrer tous les obstacles que l'on va pouvoir imaginer jusqu'à faire aider complètement le dispositif. Ce dispositif n'a de vertu que de devoir être explosé. Alors, on a un petit peu envie de dire que sinon, ben, ce seraient des unitaires qui se suivraient. Hein. Bon, Echo, grande pianiste, Echo, grande amoureuse, Echo, super agent secret, et on pourrait comme ça continuer éternellement, mais pas du tout. Il va se passer des dysfonctionnements de plus en plus graves, de plus en plus nombreux, et ce sont ces dysfonctionnements qui vont, encore une fois, fissurer la magnifique entreprise de Topher Brink et amener le bouleversement progressif, puis final, qui va vraiment tout faire sauter. On a vu les personnages centraux autour de cette intrigue-là. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi quelques personnages secondaires qui sont, j'allais dire, majeurs dans l'intrigue? Oui, il y a des comparses, si je puis dire, qu'on ne sait pas être des poupées, par exemple. Paul Ballard est un policier très intrigué par cette histoire de Dollhouse, exactement par ce qu'il devine être la Dollhouse. Et Paul Ballard a une voisine charmante hein, qui s'appelle Mélie, qui est très amoureuse de lui, qui est un petit peu rondelette, donc la gentille fille, vraiment la voisine de rêve, quoi, la gentille girl next door, hein, comme disent les Américains. Et elle est amoureuse de lui, lui ne l'aime pas parce qu'il est tombé amoureux de cette fameuse Echo qu'il a entrevue
et dont il devine qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît être. Donc Paul Ballard va devenir de plus en plus important, puisque en tant que flic, il va enquêter sur cette Delahousse, il va finir par comprendre qu'il y en a dans chaque État, quasiment, hein, et que c'est une entreprise délétère, d'emprise bien sûr sur autrui, et il va rejoindre bien sûr Echo dans sa lutte contre la Dalahousse, et ils vont profondément tomber amoureux l'un de l'autre, et cela ne sera pas heureux. Donc lui est quand même au début mineur, puis de plus en plus important, jusqu'à devenir l'un des héros sacrificiels, si je puis dire, de l'histoire. D'autres également sont valorisés, si vous voulez, c'est-à-dire les autres poupées, et en particulier une ancienne poupée. Quand je dis poupée, il faut comprendre mâle aussi, hein. Ce ne sont pas que des femmes, bien sûr, qui se fait appeler Alpha. Et cette Alpha a commis un massacre qui revient par bouffée mémorielle dans les esprits des poupées. Et ce massacre est intervenu lorsqu'il a pris conscience qu'il y avait 40 personnalités en lui. Autrement dit, on n'a plus pu effacer tout ce qu'on lui avait chargé comme divers, comme des habits d'arlequin, si vous voulez, mais au lieu de pouvoir être enlevés, ils se sont accumulés. Et dans sa révolte, il a voulu faire sauter, si je puis dire, le dispositif, mais il n'a réussi qu'à tuer quelques poupées, puis à enlever bien au-delà Echo pour la confronter à ce qu'elle est, c'est-à-dire le vaisseau de l'éternité, comme il le dit, hein. Elle est capable de rester elle-même, mais ça, il faut le lui apprendre par elle, militante anti-vivisection, tout en acquérant et en gardant acquis, ça c'est le plus difficile, toutes les qualités, ou plutôt les qualités, mais au sens physiologique également, hein, qu'on a chargées sur elle. Donc, cette ancienne poupée, ce méchant si vous voulez, qui a des raisons de l'être, hein, qui se fait appeler Alpha, je reviendrai d'ailleurs sur ces dénominations, eh bien, va devenir un des grands opposants de la Dalahousse, donc très inquiétant au début, puis finalement il rejoindra le camp du bien, et lui et Adèle, d'une certaine façon, à la fin, seront chargés de sauver le restant de l'humanité et de faire sortir les derniers humains préservés de la Dalahousse et de partir à la reconquête du monde. C'est une nouvelle anabase, si vous voulez, d'où l'expression qu'Echo va utiliser envers Adèle. Alors Adèle, always shepherd, alors Adèle, toujours la bergère. Donc, et l'autre lui dit, mais viens avec nous. Non, je reste, nous verrons pourquoi. Donc, ces personnages, à la fois secondaires et montants, si vous voulez, montants en importance, montant aussi en complexité narrative, hein, sont aussi bien sûr rejoints par les méchants, et en particulier le chef des chefs, le capo di tutti capi, si on peut dire, hein, Ambrose, qui est censé être le directeur originel de la Dalahousse, dont on va découvrir peu à peu qu'il n'est d'ailleurs qu'une sorte d'homme de paille, du vrai méchant dissimulé sous tant de visages, et qui n'est autre que le fameux Boyd Langdon, c'est-à-dire le gentil et dévoué protecteur d'Echo. Donc, tous les visages se fissurent, tous les masques tombent, pour en remettre d'autres peut-être, hein. C'est une sorte d'extraordinaire théâtre d'ombre, où chacun est autre chose que ce qu'il dit être, et on finit par une sorte d'apocalypse sur laquelle nous reviendrons, bien sûr, et dans d'autres de la hausse, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, dans chaque État, il y en a une, il y a aussi d'autres savants qui essayent d'autres combinaisons neuronales, et en particulier une savante qui s'appelle Bennett Alverson, qui travaille, elle, à Washington, et qui est l'idole de Topher Brink. Donc, vous voyez, chacun, finalement, joue sa partie, mais c'est une partie viciée.
puisque le but de la Rossum Corporation, qui est le nom de l'entreprise qui a implanté toutes ces dollhouses, n'est pas du tout de fournir des compagnes ou des compagnons sexuels agréables à regarder aux riches clients. Elle est de prendre le pouvoir sur l'humanité entière en, en prenant tout simplement la main, enfin c'est une main bien sûr technique, hein, sur le libre arbitre de chacun et, comme on dit, en imprégnant l'humanité entière de leur propre volonté. Autrement dit, ça n'est plus quelques réactifs qui sont chargés, déchargés, c'est l'humanité entière qui va devenir une sorte de troupeau décérébré et on passe de la dole au zombie, si vous voulez, et ce troupeau de zombies est chargé d'exterminer les quelques poches de résistance qui demeurent. Donc on part, si vous voulez, d'une histoire sexuelle un petit peu salée, hein, si on pouvait louer des belles filles et qui sont censés nous aimer et nous trouver séduisants, se dit la plupart des riches clients, et de ce substrat prostitutionnel, sinon banal, du moins déjà vu ailleurs, hein, eh bien, on va terminer comme souvent avec Joss Whedon sur une véritable apocalypse où l'humanité lutte contre sa suggestion finale et son extermination mentale et morale. Et je crois que c'est toujours l'objet réel des séries de Joss Whedon. Donc, on commence petit bras et on termine avec une vision post-apocalyptique où les quelques survivants sont chargés finalement de refonder l'humanitas, hein, de repartir en quête de ce qui fut une terre habitable, always a shepherd. Donc vous le voyez, cette dimensionnalité immense, énorme de la série se déploie pourtant en 26 épisodes. Première saison 50 minutes, deuxième saison 43 minutes. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même un temps extrêmement réduit et restreint pour déployer de telles prémices et pour aboutir à de telles conclusions. Il faut un génie narratif et aussi visuel, hein, hors norme. Et je pense que ce génie, c'est Whedon. Hein. Il y a là bon, tout le monde a vu Buffy ou Angel, hein, quasiment, j'ai envie de dire. Eh bien, là, c'est vraiment une petite sœur de Buffy qui n'a pas démérité. Et je pense que le succès qui fait de cette œuvre une œuvre culte n'est pas usurpé. Ça n'est pas un artifice. Chacun peut y lire une dénonciation violente et virulente même du transhumanisme ou plutôt de ses excès. Alors, vous avez évoqué, Isabelle, tout à l'heure, l'idée qu'aux États-Unis, sur la Fox, ça n'avait pas très bien marché. Est-ce que vous pourriez revenir quelques instants sur cette audience et nous expliquer finalement peut-être pourquoi au début ça n'a pas plu? Alors, si vous voulez, l'audience, elle est en effet très, j'ai envie de dire, très discrète pour les États-Unis, puisque la première saison a une audience moyenne de 4 600 000 personnes et la deuxième saison de 2 950 000. Donc, vous le voyez, aux dimensions, alors ce serait peut-être sympa pour une série française, on va dire un mardi soir, mais pour une série américaine sur une chaîne aussi populaire que la Fox, c'est un échec. Et cet échec est lié peut-être à deux raisons que j'ai évoquées un peu rapidement. La première raison, c'est que c'est difficilement marketé et les chargés de com hein, de la Fox ont du mal à vendre cette série. Ils ne savent pas trop sur quoi jouer pour la présenter au grand public parce qu'elle est complexe, elle est sophistiquée et peut-être même choquante. Et je pense que c'est la deuxième grande raison. On ne s'attend peut-être pas à voir euh, une,
enfin, une série où les problèmes de la sexualité tarifée sont aussi crûment expliqués et montrés. Par exemple, une des dolls les plus proches de Echo, Priya a été rendue folle et vendue quasiment à cette dollhouse pour servir de viande à viol. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre terme, aux riches clients qu'elle avait poussés dans sa première vie, sa vie de femme normale, d'artiste. Hein. Elle était plasticienne, hein, et elle ne voulait pas de lui. Il a réussi à la rendre folle, enfin, c'est un peu complexe, à la faire rentrer dans cette dollhouse, et à partir de là, euh, elle, elle, elle n'a plus pu échapper à son emprise et à sa prédation sexuelle. Donc, vous imaginez quand même que le vendredi soir, euh, devant la famille américaine réunie dans la télé, une fille qu'on achète pour la violer quasiment systématiquement, ça peut en effet poser problème. Donc, Whedon, je répète sa phrase, hein, il dit les Américains, le public américain est prêt à voir 100 000 meurtres et 100 000 tortures, mais dès qu'on entre dans une scène, dans une sexualité de doute, de crime, de violence et d'échanges commercial, il est origine, c'est tout se mettre, c'est scandaleux, c'est affreux. Et donc, peut-être que ce sont ces deux raisons. Difficile marketage, ça revient constamment, et substrat sexuel assez quand même, assez cru et du coup un peu également difficile à vendre. Alors je pense que ce sont d'abord et avant tout ces deux raisons qui ont provoqué au début une sorte de sidération. Si on en vient maintenant, Isabelle, au thème à proprement dit de la série, peut-être vous avez le premier qui m'intéresserait, c'est cette idée-là, vous l'avez dit, hein, cette dollhouse, cette idée de transhumanisme très intéressante. Alors justement, vous l'avez qualifié, ce transhumanisme, de catastrophe. Est-ce que vous pourriez maintenant développer autour de ça? Alors, il est très clair que c'est une question qui agite toutes les intelligentsias, en tout cas occidentales et bon, mais bien sûr les États-Unis dans l'Occident dans ce cas-là. Hein. Et ce transhumanisme, c'est une forme de doctrine, on ne sait pas trop comment la qualifier, qui prône, je vais vraiment dire les quelques mots que l'on dit toujours, hein, l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Donc, si vous voulez, l'humanité ne se contente plus de se soigner si elle est malade, ou de remplacer une rotule abîmée ou une hanche déficiente par son équivalent en titane ou en plastique. Elle va au-devant d'une usure ou d'une sénescence programmée, si je puis dire, hein, depuis toujours, pour se fabriquer un corps non pas bien sûr immortel, ça ne se peut pas, mais le corps le plus résistant possible, le corps le plus appareillé possible, et je dirais même le plus augmenté possible. Hein. Donc nous entrons d'une humanité de chair, de sang, d'os, les os ça casse, le sang ça s'appauvrit, c'est vrai, nos neurones meurent aussi, pour une sorte de super-humanité, je n'oserais pas dire de surhomme, et quand je dis homme, comprenez aussi la femme, bien sûr, mais l'idée est cela, et elle est proposée par un certain nombre de chercheurs, et en particulier Kim Eric Drexler, qui est, si je puis dire, non pas l'inventeur, mais l'initiateur, en tout cas, de la popularité de cette école, qui est une sorte d'eugénisme du pauvre, ou plutôt du riche, parce que, bien entendu, il faut être riche pour s'acheter des corps de la house porte, si vous voulez, jusqu'au bout le raisonnement en disant on va s'acheter des corps. On va s'acheter des corps pour des chiffres à 9 chiffres,
comme dit Adèle de Witt, pour des sommes d'argent astronomiques, les riches pourront s'acheter des corps et s'implanter dans des corps. Plus loin, corps, bien entendu, indéfiniment renouvelables, puisque dès que votre vaisseau commence à donner des signes d'usure, dès que le corps dans lequel on vous a implanté euh, de votre propre volonté commence à tomber un petit peu en morceaux ou à être moins séduisant pour une femme, moins performant pour un homme, je prends des grands schémas, hein, euh, enfin, sexistes, mais assez porteurs dans la série, eh bien, que va-t-il se passer? Je vais en changer. On me retirera de ce corps qui commence à tomber en déliquescence et on me remettra de nouveau dans un corps superbement, anatomiquement parfait. Et ainsi, je ne mourrai jamais puisque mon esprit vagabondera de corps en corps et que je ne vieillirai jamais, je ne m'abîmerai jamais, je ne mochirai jamais. Et c'est cette espèce de caste euh, d'humains superhumains, surhumains, si l'on peut dire, qui figure une des images du transhumanisme. Alors, bien entendu, ça, c'est un transhumanisme de rêve, hein, c'est un transhumanisme de fiction. Mais la base est néanmoins assez vraisemblable, en tout cas assez crédible, ou, dirait Bicadour, assez plausible, puisque cette pensée se répand, en particulier parmi les libertariens, qui trouvent que à quoi bon attendre d'être malade, moche et vieux, si toute la technologie humaine déjà possible peut faciliter un corps amélioré, un sang plus riche, des articulations moins rouillées, bien sûr une activité cardio-pulmonaire sans, je veux dire, sans frein. Donc, bon, mais voilà, à nous la victoire. Donc, si vous voulez, j'ai parlé d'eugénisme. Cet eugénisme, sans le dire, sans le mot, qui revient par la bande, euh, crée beaucoup de suspicions, crée beaucoup de réflexions, d'opposition, et en particulier chez, si on peut dire, les intellectuels de gauche, avec tous les guillemets que vous voudrez mettre, aux États-Unis, qui voient vraiment la fin d'une égalité devant la maladie et devant la mort, mais une égalité non pas liée à des gènes plus performants que d'autres, mais liée à la capacité de s'acheter des prothèses sophistiquées, de s'acheter des vascularisations de meilleure qualité. Autrement dit, le transhumanisme, c'est une sorte d'aristocratie physiologique qui pense bien se servir de sa fortune et de son aisance matérielle pour eh bien l'emporter sur ces grands invariants de la condition humaine que sont la sénescence et la mort. Donc, Dollhouse porte jusqu'à l'extrémité incandescente, et c'est son rôle, c'est le rôle de la fiction, d'aller jusqu'au bout des tentatives ou des tentations de la technologie et de la techné humaine, hein, si je puis dire, par la poiesis, c'est-à-dire par l'invention d'un monde fictif qui met en jeu et qui montre, qui pousse aux dernières extrémités ce que pourrait donner une application de cette théorie, qui ne va pas évidemment jusque-là, elle n'en a pas la capacité ni morale, j'ai envie de dire, ni technique, mais je suis Donne dans Dalloz me dit, regardez ce qui pourrait arriver. On pourrait transplanter des esprits riches, hein, si vous voulez, des nababs, des tycoons, hein, comme on disait, dans des corps toujours renouvelés, et puis une fois que ce corps est épuisé, on le jette, ou alors on le sous-loue à des plus pauvres qui seront contents de récolter les miettes physiologiques des riches. Donc cela se noue et se joue autour de cette jeune femme, Écho. Alors, l'écho de quoi? Eh bien, l'écho de celle qu'elle fut, bien sûr, cette Caroline Farrell, hein, dont elle se souvient parfois, mais aussi
autour de tous ces autres amis, compagnons de galère, hein, qui portent tous, vous l'avez remarqué, des noms issus de l'alphabet américain aéronaval. C'est-à-dire qu'ils s'appellent des noms Echo, Whisky, November. November, c'est la petite voisine de Paul Ballard, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui n'est pas du tout une gentille voisine en fait, qui n'est jamais qu'une poupée qui est là pour le surveiller et à qui on a effectivement implanté des caractères de gentille petite voisine. Donc, vous voyez, le monde est entièrement truqué. Vous croyez rencontrer des gens et vous rencontrez des poupées, vous rencontrez des automates, vous rencontrez des zombies. Et j'irai même plus loin, vous finissez par rencontrer des fantômes. Puisque chaque fois que le sourire, la gentille parole, le geste affectueux a lieu, vous ne savez pas du tout d'où il sort. Est-ce qu'il sort d'une personne, d'une persona que vous avez en face de vous, ou est-ce qu'il sort de ce qu'on lui a implanté, du programme, si l'on peut dire, implanté et diligenté par Monsieur Topher Brink ou par son idole, hein, la jeune savante de Washington. Donc, on est là devant une interrogation fondamentale. Qu'est-ce que l'autre? Et qu'est-ce que finalement le moi, si mon moi est sans cesse fracturé, recouvert et violenté par toutes ces personnalités? Elle dira à la fin, je suis toutes ces âmes, je les entends parfois, je suis toutes ces âmes, mais aucune n'est moi. Aucune n'est moi. Mais qu'est-ce qu'un moi émietté? Qu'est-ce qu'un moi en pleine dissolution, si vous voulez? C'est l'une des questions de la série, c'est-à-dire la multipersonnalité. Puis-je dire encore je dans un monde où je ne sais pas qui est l'autre, quel est le visage de l'autre, et aussi quel est le visage qu'il voit de moi. Quel est cet homme qui me prend dans ses bras en croyant que je suis sa femme, alors qu'en fait, il a simplement payé, il a fait un gros chèque à la maquerelle pour que on me vende à lui l'espace d'une nuit ou d'une semaine. Donc, cette espèce de marchandisation, parce que c'est un transhumanisme de marchandisation, en fait, cette marchandisation des corps et des âmes, qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce processus s'arrête? Alors, dans chaque saison, dans les 2 saisons, vous avez un épisode 10 et chaque épisode 10 donne une réponse très complexe à toutes ces problématiques. Dans la saison 1, c'est une femme qui a laissé son âme après, si vous voulez, être morte, et son âme, son corps a été assassiné, et elle a réussi à faire télécharger son âme pour enquêter après sa mort à elle, mais enquêter à travers le corps d'Echo sur l'assassin. Et évidemment qu'elle pourrait rester dans le corps d'Echo. C'est d'ailleurs la question que lui pose Adèle de Vitte à la fin. Elle lui dit alors Margaret, est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux rester dans le corps de cette jeune femme en pleine santé, belle, sportive, charmante, attrayante, attractive? Est-ce que tu veux vivre une nouvelle vie alors que ton corps à toi est mort, hein? Bon, dans ce corps, et Margaret alors répond par la bouche d'Echo, non, j'ai vécu. Les hommes et les femmes que j'aime poursuivent leur route. J'ai eu ma chance. Maintenant, je m'en vais. Et c'est un au revoir, bien sûr, très, très, très émouvant, puisque c'était la meilleure amie d'Adèle, et qu'Adèle la laisse partir. Elle laisse décharger le corps d'Echo de cette âme qu'il a habité un instant, d'autant plus que l'assassin, c'est le propre fils de cette femme. Donc, vous voyez, une réponse incroyablement émouvante à la question qui se pose, et si je restais dans ce corps pour vivre éternellement? Et la réponse de cette femme qui contient toute l'humanitas, en fait, c'est non. Je ne veux pas de cette survie artificielle, mensongère, atroce si l'on y songe, hein, de se voir dans la glace sous un autre visage.
j'ai eu ma chance, je m'arrête là, au revoir. Donc, c'est la réponse vraiment d'un être humain dans la plénitude de son âme, de sa capacité. Hein. Mais le 10e autre épisode, celui de la saison 2, sera beaucoup plus sombre parce que l'on découvre alors ce qui se passe dans cette Rossum Corporation. J'insiste sur Rossum parce que peut-être nos auditrices, nos auditeurs le savent et le sauront. C'est le nom que le Tchécoslovaque Karel Čapek avait donné à sa propre entreprise fictionnelle, hein, fictive, la Rossum Universal Robot, hein, qui est un roman écrit dans les années, un roman de science-fiction écrit dans les années 20. Donc vous voyez un petit peu, je disais tout à l'heure, l'idée de Whedon, aller chercher chez Ibsen le titre La Maison de Poupée, l'annexer avec un vieux roman tchèque de Karel Čapek pour en faire un isolat d'interrogation métaphysique sur l'avenir de l'humanité. C'est là où on a envie de dire chapeau l'artiste. Hein. À chaque fois, c'est un petit peu ce qui nous vient à l'esprit quand on regarde Whedon de toute façon. Donc, le 10e épisode de la saison 2, beaucoup plus sombre, nous montre un grenier, The Attic, où sont entreposées les poupées révoltées. Elles sont enchaînées et leur esprit est soumis à des tortures épouvantables, mais Echo arrive à délivrer ses compagnons, Victor et Praya, qui s'aiment, mais qui l'oublient à chaque fois qu'on les recharge, et elle réussit à les faire échapper, à part qu'ils se font tuer parce que tout cela n'est qu'un rêve. Elle a réussi à faire échapper absolument personne, mais l'intensité de leur pensée, de leur peur, de leur espoir, c'est cette intensité-là qui nourrit l'ordinateur central de la Rossum Corporation. Autrement dit, leurs émotions humaines sont transformées en énergie pour faire marcher la machine. Donc, on capte, si vous voulez, on les vide de leurs émotions, de leur amour, de leur désespoir, de leur terreur au moment où ils croient se faire tuer. Tout ça pour activer cette espèce de cerveau monstrueux et gigantesque qu'est la Rossum Corporation. Nous sommes bien quand même devant des interrogations terminales sur l'avenir de l'humanité et ce 10e épisode a vraiment beaucoup marqué les esprits. Vous avez évoqué tout à l'heure une problématique essentielle à cette série, hein, celle de la sexualité. Alors on est à la fin des années 2010, vous l'avez dit, hein, on est en 2009. C'est une série qui n'a, vous l'avez dit, peut-être pas marché à cause de justement cette mise en avant de la sexualité. Et c'est ce qui peut apparaître étonnant parce que 2 ans plus tard sortait Game of Thrones, qui est le grand succès de la chaîne concurrente HBO, qui n'est pas un network d'ailleurs, hein, qui est une chaîne privée. Et justement, c'est par le sexe et par le sang que la série avait bien marché. Alors revenons sur cette notion ici de sexualité dans la série Dollhouse et dites-moi un peu Isabelle, justement, pourquoi vous avez appelé ça un combustible fictionnel majeur? Alors, je pense que Game of Thrones, c'est de la dark fantasy, c'est-à-dire que peu importe, d'autres en ont parlé, c'est pas du tout l'objet, mais si vous voulez, ça n'obéit pas du tout à la même réception fictionnelle. J'ai envie de dire une série où il y a des dragons, où il y a des morts-vivants qui traversent des étendues gelées, etc. Ça ne fait pas appel au même à notre même accueil fictionnel. Donc, je ne pense pas que la sexualité de Game of Thrones ait quoi que ce soit à voir avec celle qui est présentée quand même par des humains qui pourraient, à la limite, être nous, c'est-à-dire avec des vies, somme toute, banales. Une fois qu'on est entré dans le personnage, une fois que Echo est l'épouse d'un homme politique ou la maman d'un petit bébé, tout se déroule peu ou prou comme se déroulerait une vie, bon, bien sûr, je ne vais pas dire banale, mais une vie que l'on peut envisager comme, encore une fois, plausible. Donc je pense que c'est ce réalisme du détail hein, qui est adopté par la série
rend la sexualité exposée d'autant plus dirimante, d'autant plus violente, parce que personne à la limite ne peut se dire je peux être Daenerys Targaryen et chevaucher des dragons tout en ayant les cheveux couleur argent. Donc, si vous voulez, le réflexe n'est pas le même. Ici, au début en tout cas, et c'est pour ça que c'est très bien fait, on ne sait pas que c'est une poupée. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans le premier épisode, vous voyez une jeune femme heureuse et épanouie accueillir son mari et on ne comprend pas du tout immédiatement qu'elle joue un rôle, que c'est une sorte de pantin animé à distance et que donc toutes les sexualités, toutes les amours qui vont être montrés, sauf ce qu'elle va éprouver pour Paul Ballard en effet, et qui va finalement pas mal se passer, mais qui va terminer tragiquement, ce sont des scénarios fantasmatiques acquis. C'est-à-dire que on achète les corps et on achète l'amour dessous, si je puis dire, exactement comme n'importe quel client dans n'importe quel cas de prostitution. Et cela qui renvoie finalement à des situations, je dirais, non pas extrêmement banales, mais en tout cas très plausibles, euh, véhicule d'autant plus, si vous voulez, de messages choquants qu'on est en train de nous dire, voilà la norme. Tu as de l'argent, tu t'achètes un corps, tu es un homme puissant, tu t'achètes une call girl, et tu en as le droit, parce que la société te regarde comme en ayant le droit. Donc, je pense que cela a beaucoup marqué les esprits par ce réalisme du détail, encore une fois, lorsque on voit par exemple Priya se faire violer par son riche possesseur, son riche client, on assiste vraiment au viol d'une jeune femme euh, par, un, par un homme et on ne peut que se projeter. Et je pense que cette projection, elle fait la gêne, justement. Elle fait l'embarras du spectateur, qui est à la fois dans la jouissance d'une scène sexuelle attrayante. Enfin, elle est belle, il est puissant, donc quelque part, cela flatte les instincts bestiaux, si je puis dire, de chacun d'autre. Les fantasmes, hein, on peut très bien avoir un fantasme de viol sans du tout admettre le viol dans le réel. Mais dans la mesure où nous sommes confrontés à des scènes à la fois agréables sur un certain point de vue fantasmatique et horrifiques au point de vue éthique et moral, nous sommes déchirés. Nous nous haïssons de jouir justement de cette vision d'une sexualité déviante, violente et, et bien sûr payante, les trois alors ensemble. Et nous sommes honteux du plaisir que nous y prenons. Et cela crée en nous ce qu'on peut appeler un dissensus cognitif ou moral qui nous rend très en colère contre le message que Whedon nous envoie, qui est de nous dire, eh bien regardez, chères spectatrices, chers spectateurs, dis-moi que tu n'as pas pris plaisir à cette scène qui est moralement choquante, mais qui est esthétiquement peut-être aussi, fantasmatiquement en tout cas, agréable à regarder. Donc, c'est ce qu'on appelle la culture du viol aussi, hein, donc, dont on a parfois du mal à se détacher, tant elle peut flatter en nous, encore une fois, des architectures fantasmatiques auxquelles nous avons parfaitement droit. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas fantasmer. Donc, c'est là ce nœud à la fois esthétique, mais moral et fantasmatique, qui crée, à mon avis, la gêne et l'embarras et la potentielle colère hein, qu'on peut éprouver devant certains épisodes. Mais on est heureux aussi, et là, d'une jouissance mauvaise également, de voir le violeur se faire tuer par la femme qui l'a violé. Puisque dans l'un des épisodes, euh, Topher Brink comprend ce qui se passe, commence à regretter ce qu'il a fait et recharge la vraie Priya dans le corps de celle qui n'est plus
qu'une poupée livrée aux appétits charnels de son riche client. Donc, elle arrive, évidemment déjà folle de rage, si je puis dire, et elle le tue. Et Topher Brink va aider à dissimuler le corps. Autrement dit, il va violer le plus grand des tabous qui se puisse. Il va aider une poupée, une fille qui n'est rien qu'un vêtement de chair dans lequel on injecte des scénarios divers et variés. Il va aider une poupée à se débarrasser de son client, de son acheteur, et il va le faire en sachant très bien ce qu'il risque et ce qui ne va pas manquer de se passer. Autrement dit, c'est aussi cette sexualité violente, déviante et payante, hein, je reprends mes trois termes, qui va amorcer la métamorphose de Topher et qui va faire de ce gars, au début moralement indéfendable et une sorte de solitaire, si vous voulez, à la fois pathétique et terrifiant, je vais en revenir en deux mots, eh bien, qui va faire de lui un être de plus en plus conscient, de plus en plus concerné, et surtout qui va le réhumaniser, cette réhumanisation pseudo-pragmatique, et j'ai envie de dire, que Whedon offre à tous ces personnages. Souvenez-vous de Spike, à la fin de Buffy. Eh bien, je ne fais pas de Topher un Spike, mais ce vampire qu'il est aussi, puisqu'il aspire les âmes des poupées pour en mettre d'autres à la place, eh bien, il va, de par cette aide apportée à Freya et à Victor pour se débarrasser de leur épouvantable prédateur, parce que Victor aime Freya et Freya aime Victor, on le sait parce qu'il a une érection sous la douche, et tout le monde est très surpris parce que les poupées ne sont pas censées être entrées en érection quand elles ne sont pas, si je puis dire, en charge d'un scénario. Et donc tout le monde se dit, tiens, il a une érection, mais que se passe-t-il? C'est une scène absolument hilarante. Hein. Bien, il reste amoureux au-delà même de sa conscience de Freya. Et donc, le geste de Topher, en train d'aider les deux poupées à se débarrasser du prédateur, ouvre finalement la fin de la série. Parce que si lui aussi entre du côté de la révolte, et si je puis dire, de façon manichéenne, du bien, entre guillemets, c'en est fini de la Dollhouse, même s'il doit en mourir, et bien entendu, il en mourra. Donc vous voyez, cette sexualité tellement embarrassante au début, tellement clivante, hein, je reprends ce terme, elle devient aussi un chemin de rédemption. Elle devient aussi une sorte, je vais utiliser un grand mot, de sotériologie, c'est-à-dire d'art du salut. Et ce geste salvifique de Topher Brink ouvre la prison de cette façon et cette propre prison mentale qu'il avait privée de toute morale. Et chose assez émouvante, c'est le seul aspect, on va dire, émouvant chez lui, il est tellement seul, que Adèle l'autorise une fois par an à s'entourer le jour de son anniversaire de poupées transformées en amis. Il a si peu d'amis qu'il faut que ses propres poupées, ses victimes, si on peut dire, même si au début elles sont plus ou moins volontaires, hein, puisqu'elles ont troqué 2 ans de leur vie contre un séjour en prison, par exemple. Hein. Donc elles ont signé un contrat d'une certaine façon, elles sont sous contrat, mais il faut voir les conditions du contrat. Et donc Topher est tellement seul qu'il loue des poupées pour se servir d'un groupe d'amis, pour se transformer en groupe d'amis et boire des jus de fruits en racontant des plaisanteries le jour de son anniversaire. Pour vous dire quand même l'abîme de solitude, d'isolement où il se trouve. Et c'est la seule façon de l'humaniser en fait. Mais toujours au plan de la sexualité tarifée, il ne faut pas non plus ignorer que Adèle, la maquerelle, l'entremetteuse, eh bien, elle aussi a recours à une poupée mâle et qui est justement ce Victor qui est amoureux de Freya et dont il aura d'ailleurs un enfant un petit peu plus tard, hein, Tony. Eh bien, elle le transforme en amant et une fois de temps en temps,
elle devient elle-même lonely heart, c'est-à-dire cœur solitaire, et elle se, entre guillemets, paye un engagement romantique, comme on dit, j'aime beaucoup ce terme, hein, pour un engagement romantique avec lui, parce qu'elle le trouve bien sûr physiquement magnifique, hein, et ils échangent des serments d'amour, je n'aime que toi, tu es tellement vrai, je n'aimerai jamais que toi, alors que le gars, nous, on sait très bien que c'est une forme de prostituée, hein. Donc, vous voyez, même elle y a recours. Topher Brink y a recours. Mais pour une soirée d'anniversaire, elle y a recours pour une nuit d'amour, parce que c'est la seule façon d'avoir un homme. Donc, chacun des tireurs de ficelles de la Dallouse est à son tour vu dans sa nudité et sa solitude, et d'une certaine façon dans son appétit et son désir de rapport humain, de la chaleur d'une épaule, de deux bras qui se serrent autour, hein. Il y a là quelque chose, encore une fois, de, de pathétique, parce que ces grands maîtres de la Dallouse, donc de l'humanité finalement, puisqu'ils peuvent implanter l'humanité entière, ne sont jamais aussi que des losers, des esselés, des ratés de l'amour, des laissés pour compte de l'affectivité. Et cela nous les rend très fugitivement sympathiques. Isabelle, vous avez tout à l'heure parlé aussi de la notion de pluri-personnalité. Justement, c'est très intéressant, cette poly-identité. Alors peut-être y revenir maintenant un peu plus en détail parce que c'est vrai que c'est ce qui nous fait peut-être nous poser le plus de questions quand on regarde cette série. Alors, euh, il est évident que si tout marche bien dans la Dalhouse, donc il faut toujours penser que nous, on veut que ça marche pas, de toute façon, enfin, c'est l'intention, bien sûr, du réalisateur. Je reprends rapidement, hein, chaque doll, chaque poupée, entre guillemets, a donc donné volontairement 2 ans ou 1 an de sa vie, c'est-à-dire son corps, pour pouvoir être implanté. Vous avez une chaise à implantation, vous mettez des électrodes. Alors, tu de vous dire, c'est ce qu'on appelle le bigotron, hein. Donc, enfin, il faut accepter l'idée que ça marche, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Et donc, il y a dès le début une acceptation de ce qui va se passer. Mais cette acceptation, elle est d'abord aveugle, puisque quand vous signez l'engagement, vous ne savez absolument pas ce que ça va faire de vous, et vous êtes donc en proie à des mutations, à des changements que vous n'aviez sans doute pas envisagé un seul instant. Mais tant pis, c'est la règle, c'est la loi, ou vous allez en prison, ou vous signez 2 ans de votre vie de suggestion dans une house. Donc, à partir de là, vous êtes, je le répète, hein, censé oublier le soir même de la fin de votre engagement. On vous ramène, on vous assoit sur la chaise et on vous vide de cette personnalité fictive et empruntée qu'on vous avait, je dis injecté, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas plus injecté que communiqué. Disons qu'on vous imprègne de cette personnalité. Et vous êtes de nouveau un corps vide qui errait de hammam en table de massage, parce qu'il faut vous maintenir quand même en très bon état physique. Puis on vous couche dans une sorte de cercueil de verre qui se referme, et tel la belle au bois dormant, vous sombrez dans le sommeil. Et jusqu'à ce qu'on vous tire de ce sommeil pour vous injecter une nouvelle personnalité. Donc, l'idée, c'est que vous ne vous en souveniez jamais. Résultat, pour des raisons bien sûr liées à la fiction, Echo, c'est-à-dire Caroline Farrell, commence à se souvenir par courte bouffée, par flash, des engagements antérieurs. Et elle reste au milieu d'une phrase, toute bête, si on peut dire, puisque là où elle doit dire à un homme, je t'aime mon chéri pour toujours, elle s'écrit, mais où est mon enfant? Bon, donc, ou alors elle est une super choriste d'une chanteuse pop, qu'elle doit aussi sauver parce que la fille a payé pour être tuée sur scène. Et elle se souvient d'un seul coup que elle aime un tel qui pourtant n'existe pas dans son monde. Donc, ces fissures, ces fêlures dans l'architecture d'opacité qu'on a forgée pour chaque doll
laisse passer de plus en plus les autres personnalités jusqu'à provoquer une sorte de vacarme intérieur, jusqu'à provoquer une forme de schizophrénie multiscalaire, hein, si je puis dire, puisqu'elle finit par être 38 personnes en même temps. Donc, ces multipersonnalités, c'est une chance et c'est en même temps une torture. C'est une chance parce qu'elle va garder de la grande espionne qu'elle a été des qualités de physique, si vous voulez, d'agilité, de connaissances balistiques, de décryptage, enfin j'en passe et des meilleurs, vous imaginez du monde à peu près. Hein. Elle va garder aussi d'avoir été une grande artiste, et donc pianiste, d'avoir été à un moment, elle est un homme, enfin elle devient un serial killer et donc elle fait peur aux autres filles avec qui elle est enfermée puisque elle a fugitivement l'âme d'un tueur en série. Enfin, il y a des scènes quand même assez hilarantes puisque le Victor en question, le gars très très costaud, hein, eh bien il devient un instant une danseuse. Donc, il se met à jerker sur une fille de danse et à tenir des propos énamourés à un gars qui est absolument horrifié, évidemment. Donc, vous voyez, ce n'est pas que tragique, c'est aussi grotesque, comique, dérisoire. Encore une fois, c'est toute la palette dramaturgique de Whedon. Donc, ces personnalités qui entrent en cacophonie euh, névrotique, hein, provoquent bien sûr une rupture de cohérence et rendent, vous savez, c'est ce qu'on appelle vraiment la psychose. C'est-à-dire que vous devenez psychotique. Vous êtes d'abord névrotique, ça va pas très bien, vous êtes deux, vous êtes trois, et puis au bout d'un moment, vous explosez complètement. Et il y a beaucoup de films, alors je pense au plus célèbre, c'est le film de Night Shyamalan, pardon, qui s'appelle Split, et qui dit bien, le titre révèle bien déjà cette cassure. Imaginez un pare-brise qu'un choc fait s'étoiler en des milliers de fêlures et de fissures. Donc, c'est la personnalité fracturée de la déco qui lui permet aussi de résister d'une certaine façon en faisant appel en un instant à ses 38 personnalités. Et ça, c'est dans son dialogue avec Alpha, l'ancien tueur, qui va, se, qui va devenir sage aussi et qui va accepter de renoncer à ses pulsions de tueur en série. Et elle va se rendre compte de la chance qu'elle a d'une certaine façon, puisqu'elle peut faire appel, c'est une chance et encore une fois c'est une condamnation à mort, elle peut faire appel aux 38 qualités des 38 personnalités qu'on l'a forcé à endosser tout au long de sa carrière de doll, hein, et qu'elle peut utiliser dans toutes les situations au moins une ou deux de ces qualités neuronales. Donc, elle devient une surfemme, elle devient un monstre, tout simplement. Et elle sait que elle ne pourra pas résister, elle ne pourra pas vaincre cet étoilement, cet écartèlement à la fois mental et éthique et sentimental qu'elle vit à tout instant. Et donc, je crois que c'est une fin dont on se souvient longtemps, dans ce paysage post-apocalyptique, parce qu'en fait, la moitié de l'humanité a étripé l'autre, et il reste simplement une petite fille qui est elle, enfant, c'est-à-dire elle chargée de Caroline Farrell, hein, et elle restant seule dans une Dalhouse totalement dévastée, et elle demande simplement une seule chose, elle vient de voir mourir devant elle le seul amour de sa vie, le seul amour réel, le seul amour sincère de sa vie, Paul Ballard. Vous savez, le flic de tout à l'heure, celui qui ne pensait pas que c'était une légende urbaine, et il avait raison. Et il a été abattu dans les quasiment dernières minutes du show. Hein, et on l'avait, heureusement, on avait téléchargé son âme, et elle demande comme dernière grâce à ce qu'on lui télécharge Paul Ballard. Et elle devient à la fois, bien sûr, elle reste Caroline Farrell, mais elle est aussi Paul Ballard. Et donc, cette multipersonnalité devient simplement le duo platonicien, si je puis dire, hein, c'est-à-dire Animus et Anima, homme et femme, enfin réunis dans la même âme, et elle peut alors s'allonger une toute dernière fois dans son cercueil de verre
d'où on pense, enfin, on arrête de penser à ce moment-là, si vous voulez, puisque c'est la fin du show également. Elle peut s'endormir comme une belle princesse de conte de fées et savoir que l'homme qu'elle aime est toujours avec elle. Elle est lui, il est elle. Ils ont réuni, ils ont réussi la fusion parfaite de leurs deux âmes. On avance dans cette émission avec Isabelle Casta sur la série Dollhouse et on arrive maintenant à un moment où on va se poser ensemble cette question intéressante hein, que vous avez intitulée, Isabelle, Une course après soi. Alors en quoi est-ce que cette série montre cette maxime-là? Alors, je reviens un petit peu sur cette idée de multipersonnalité et d'émergence quand même d'une sorte d'harmonique constante, c'est-à-dire le vrai moi, ou ce que les Américains anglais appellent le true self, c'est-à-dire ce que je suis, non pas l'idem, le même que d'autres, mais le ipse, c'est-à-dire moi-même en tant que moi. Donc, cette pensée qui éclaire le chemin d'écho est aussi une pensée que l'on pourrait rapprocher de la pensée de Wittgenstein par bien des aspects, c'est-à-dire une forme d'unité complexe malgré l'éclatement apparent des diverses facettes de la psyché. Et donc, elle est à la fois grande choriste, agent secret, douce épouse, mais aimante, hein, je l'avais signalé, ou bien encore maîtresse sadomasochiste. Et qu'est-ce qui, au fond, demeure de ce qui était enfin, Caroline Farrell, cette personne autonome, active, engagée, militante et amie de Bennett, même si elle semble l'avoir trahi alors qu'elle ne l'a pas trahi, elle l'a blessée pour qu'elle ne semble pas être une complice. Bennett qui est devenue, vous le savez, je l'évoquais, la spécialiste scientifique de la Dalhousie de Washington. Donc, comment renouer les fils, comment relier autant de minuscules parcelles de soi. Et je pense que c'est quand même l'harmonie, vraiment la note profonde de la série, qui est qu'on ne s'oublie jamais complètement. Même si on vous donne des noms invraisemblables, on se retrouve quand même en train de s'appeler Sierra, Whisky, Tango et Echo. J'ai dit pourquoi? Pour dépersonnaliser ces dolls, on leur a donné des noms de l'alphabet aéronaval. Donc, ils ne sont plus que des signes arbitraires dans la nuit du sens, hein, si je puis dire. Et pourtant, cette course après soi euh, finira par triompher, puisque, je l'évoquais de façon amusante, l'un a quand même une érection en pensant à la femme qu'il aime, alors qu'il n'est pas censé ni penser ni avoir une femme qu'il aime, si je puis dire. Et elle se souvient, Echo se souvient de ce qu'elle fut, malgré tout l'appareillage neuronal d'oubli et d'accueil à d'autres personnalités qu'on lui a fait subir. Donc, il y a finalement quelque chose de très optimiste, quels que soient les mauvais traitements, quelle que soit la dépersonnalisation que l'on fait subir aux gens, quelque chose demeure de ce qui fut leur true self, et cela, finalement, est assez réconfortant et rassurant. Alors dans cette série, on l'a dit depuis le début, on voit bien qu'il y a un certain message. Vous l'avez dit, une série qui paraît plus complexe que les 2 saisons qui sont passées, que les 26 épisodes qui sont passés. Alors finalement, quelle est la portée philosophique de cette série? Vous avez commencé à parler avec ces différentes personnalités, le fait de pouvoir changer de personnalité. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un certain espoir eschatologique? Alors, je pense qu'en effet, la question de nos fins dernières, hein, qui est la question de l'eschatologie, philosophique, pas forcément d'ailleurs religieuse, hein, se pose et est constamment posée dans les séries de Joss Whedon et même aussi dans ses films, par bien des aspects. Donc, cette interrogation cruciale et crucifiante sur ce qu'il adviendra de nous est, est liminaire et frontalière de l'interrogation américaine justement sur que sommes-nous face au capitalisme.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous bien compris que les poupées sont aussi, pas seulement, mais aussi, et peut-être surtout, des métaphores de notre vie. Que nous aussi, on nous couche dans des cercueils de verre pour nous en tirer chaque fois qu'il est besoin que nous consommions, ou que nous partions à la guerre, ou que nous fondions une famille. Autrement dit, nous sommes nous aussi des poupées traversées par des injonctions euh, supérieures, parce que nous ne savons pas toujours leur résister, ni même savoir d'où elles viennent. Et ces poupées, c'est la clientèle de l'ultracapitalisme, si je puis dire. Autrement dit, ce que nous voyons sous une forme, encore une fois, séduisante et attrayante sous nos yeux, hein, des jolies filles couchées dans un cercueil de verre et mises sur une table de massage pour avoir toujours un corps performant et séduisant, eh bien, c'est un petit peu notre propre destinée de clients. On ne s'adresse pas à nous en tant que citoyens, donc en tant qu'être libre, mais la plupart du temps en tant que consommateurs de biens dont nous n'avons peut-être pas besoin. Donc cette métaphorisation de notre propre vie en poupée à demi consentante traverse, je pense aussi la réception de la série. Et quand je parlais de l'inconfort dans lequel nous étions tout à l'heure par rapport à certaines scènes crues et crûment sexuelles, eh bien cet inconfort, bien plus encore, bien plus grand encore, concerne aussi notre être au monde et ce que nous accordons à la puissance manipulatrice finalement de la marchandisation, qu'on appelle capitalisme ou pas d'ailleurs, hein, ce n'est pas le plus important. Sommes-nous toutes et tous des poupées à la cervelle vide et manipulées dont les ficelles, si je puis dire, sont tirées par des monteurs de marionnettes quasiment invisibles et surtout indiscernables. Donc, cette question traverse la série et je pense que l'héroïne mourante à la fin, hein, on ne peut pas le dire, montre aussi que parfois le sacrifice de sa propre vie est demandé. Je ne dis pas acceptable, mais il est demandé. Et cela aussi est une des réponses philosophiques qui peut être portée par le show. Sommes-nous prêts à mourir, c'est-à-dire à mourir à une certaine forme de vie et de consommation, non pas à mourir à tout instant, mais à mourir à une certaine forme de facilité, de confort et voire d'abêtissement pour pouvoir garder notre fierté, notre intégrité. C'est aussi une grande question. On en arrive au bout de cette émission avec vous, Isabelle Casta, sur la série Dollhouse, et je vais vous poser la question, comme toujours, pour tous les intervenants et intervenantes, c'est de savoir finalement qu'est-ce que doivent retenir nos auditeurs et auditrices de cette série. Alors, je pense que le plus simple, c'est peut-être un petit peu paresseux aussi, est de lire, et puis d'ajouter quelques mots, bien sûr, et de lire une des répliques cultes de l'épisode 1 de la saison 2, où, mise en demeure de s'expliquer, Echo, c'est-à-dire Caroline Farrell, encore une fois, se confie et donne la clé de cette parade sauvage, si je puis dire. Ces quelques mots, les voici. Je me souviens de tout. Quelquefois, je suis quelqu'un d'autre. Et ensuite, je reviens. Et je sens toujours l'autre, tous les autres. J'ai été beaucoup de personnes. Il m'arrive parfois de les entendre, toutes ces âmes. Elles sont là. Je suis toutes ces âmes. Mais aucune d'elles n'est moi. Je l'ai déjà cité en partie, cette formule à la fois nostalgique et honnête hein, quand elle se définit, par laquelle elle se définit. Et j'aimerais justement dire que c'est le message qu'elle nous laisse, c'est le viatique qu'elle nous donne pour continuer notre route en sachant que nous sommes traversés par des discours, autant que notre discours traverse d'autres âmes, justement, d'autres gens. J'utilise le mot âme, comprenez esprit, personnalité, et que cette profonde interaction réciproque, mutuelle, cette nutrition permanente des uns par les autres, y compris dans les domaines les plus
les plus clivants, nous parlions de la sexualité, des plus politiques, j'évoquais le capitalisme. Cette permanence de la solidarité humaine doit être préservée. Et pour moi, c'est ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est ce que je retiens ce soir de cette magnifique maison de poupée, cette Dollhouse. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle Casta, pour la présentation très exhaustive de cette série. Donc, vous l'avez dit, hein, Dollhouse de Joss Whedon, une série qui a pu paraître méconnue à un moment donné, mais on l'a vu, on l'a dit, et c'est aussi peut-être à ça que sert le podcast. Des séries, parfois, comme ça, sont passées à côté, nous permettent de découvrir comment fonctionne le monde sériel, comment on peut montrer des choses, comment on peut apprendre à travers elles des choses. Et je pense que ce soir, vous avez très bien montré un certain nombre de thématiques très importantes que l'on voit dans cette série, notamment bien sûr les questions de personnalité, mais aussi de transhumanité, qui sont au cœur de nombreuses séries et qui d'ailleurs feraient très plaisir, je le sais, vous le connaissez, à votre collègue Hélène Machinal. Alors vous avez fourni, Isabelle Casta, une bibliographie indicative que l'on retrouve comme toutes les émissions d'Histoire en série sur la page de l'émission en cours sur notre site internet histoireensérie.com. Allez-y, allez consulter la page, vous avez le résumé de l'émission et vous avez aussi la bibliographie qui vous permettra d'aller plus loin dans les thèmes qu'a évoqué Isabelle dans cette émission. Et vous nous retrouvez aussi, nous suivez notre actualité. Je sais, Isabelle, vous êtes aussi fan de fantasy et donc on va organiser en 2023 avec Justine Breton notamment un colloque que vous pourrez suivre à distance, et donc qui permettra au plus grand nombre de se connecter. Puis on rediffusera ça de toute façon dans Histoire en série plus tard. Voilà un des nombreux projets du podcast. N'hésitez pas aussi à écouter les émissions en VO. Vous avez de la VO anglais, donc français bien sûr. Vous avez de l'italien et de l'espagnol grâce à Sony Sassi récemment. Voilà, donc vous avez des émissions où les gens viennent discuter de séries dans la langue qui est mentionnée. Voilà, suivez notre actualité, les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci beaucoup Isabelle et puis j'espère à très bientôt pour venir nous parler d'une autre série. Au revoir. Merci à vous. Merci et très bonne soirée. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.